Je m'appelle Antoine Dubois, j'ai 47 ans et je dirige les relations clients chez Blanchecore Biotechnologies depuis 15 ans. La pluie tombait drue cet après-midi-là sur Paris lorsque la nouvelle directrice Juliette Martin a prononcé ces mots devant toute mon équipe. J'ai simplement hoché la tête, gardant mes mains fermement posées sur la table en chêne massif de la salle de réunion. La climatisation soufflait trop fort, comme toujours à cet étage, et j'ai senti un frisson me parcourir l'échine, un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. J'espère que la présentation pour le client se passera bien vendredi, ai-je dit en gardant une voix maîtrisée. La salle a plongé dans un silence dense. Mon équipe, des gens que j'avais embauchés, formés, que j'avais vus évoluer d'associés juniors à chef de département, fixait la table comme si un secret que seuls eux pouvaient voir y était inscrit. Les yeux de Juliette se sont plissés. Elle avait 32 ans, un MBA d'une de ces grandes écoles de commerce de la Défense, des cheveux parfaitement lissés et un blazer qui avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Embauchée il y a seulement 3 mois pour moderniser les opérations. Elle n'avait jamais travaillé un seul jour en biotechnologie auparavant. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» a-t-elle demandé, tapotant son stylo importé sur la table comme pour marquer le rythme d'une musique qu'elle seule entendait. J'ai souri. Un sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Un sourire que j'avais arboré dans d'innombrables négociations difficiles au fil des ans. « Vous allez le découvrir », ai-je répondu simplement. J'ai marché jusqu'à mon bureau au bout du couloir, celui avec la vue sur la Seine, et j'ai commencé à rassembler mes affaires. 23 ans de travail qui tenaient dans 2 cartons. Des photos de lancement de produits réussis, des certificats encadrés, la carte de remerciement de l'INRAE lorsque nous avions sauvé ce projet de semences résistantes à la sécheresse. La tasse à café que ma fille Camille m'avait offerte, sur laquelle était écrit « Meilleur papa du monde », avec des taches de café permanentes qui racontaient l'histoire d'années de réveil à 5 heures du matin pour préparer des rapports avant que le chaos de la journée ne commence. Juliette m'a suivi, planant à l'entrée de mon bureau comme un vautour au-dessus d'une carcasse. Elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots justes. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient sur le cadre de la porte. « Antoine, à propos du compte de Vitalis System ?» a-t-elle commencé, la voix moins assurée que quelques minutes plus tôt. « Ce n'est plus mon problème. » ai-je dit en fermant le premier carton avec du ruban adhésif. Le bruit du ruban qui se déroulait a créé une barrière entre nous deux, une ligne qu'elle n'oserait pas franchir. Elle m'a laissé seul après ça. Mon équipe est venue, un par un. Ils n'ont pas beaucoup parlé, juste des poignées de main silencieuses et des promesses de rester en contact que nous savions tous deux que le temps et les circonstances dilueraient comme du sucre dans le café. Romain, qui avait commencé comme stagiaire et coordonnait maintenant les comptes du Sud, a laissé un mot plié sur mon bureau sans rien dire. Vincent, notre spécialiste de la réglementation, un Marseillais qui connaissait les normes de l'ANSM sur le bout des doigts, a simplement secoué la tête en signe de désapprobation. Béatrice, mon analyste senior, a été celle qui est restée le plus longtemps. Des cheveux grisonnants encadrant un visage qui avait vu l'entreprise passer d'un bureau loué à une tour de verre et d'acier. « Ce n'est pas juste, Antoine », a-t-elle murmuré, ajustant ses lunettes comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. Ses mains, aux veines bleues saillantes de quelqu'un qui avait tapé des milliers de rapports, tremblaient légèrement. « C'est le business », lui ai-je dit en fermant le deuxième carton. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas le cas. La vérité, c'est que j'avais vu cela arriver depuis des semaines. Le vent annonçait déjà la tempête depuis l'arrivée de Juliette, avec ses graphiques colorés et ses termes anglais qui semblaient impressionner le fils du fondateur. Elle me discréditait par petites touches, organisant des réunions sans moi, remettant en question mes décisions devant les clients, comme si elle signalait une faute d'orthographe au milieu d'une présentation importante. La semaine dernière, elle avait suggéré à la haute direction que mon approche démodée ralentissait l'entreprise. Mon approche qui avait maintenu Blanchecore à flot pendant 3 crises économiques. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je tenais des registres détaillés de chaque manque de respect, de chaque tentative de m'exclure. Je me préparais également au pire scénario. Parce qu'en 15 ans, à gérer des comptes de plusieurs millions d'euros dans un pays où les relations personnelles sont une monnaie d'échange précieuse, on apprend à tout planifier. J'ai chargé mes cartons dans mon Peugeot 5008, un vétéran de nombreuses batailles. Jean, le gardien de sécurité qui travaillait là depuis avant la fondation de l'entreprise, m'a aidé avec la porte, les yeux baissés comme s'il avait honte de ce dont il était témoin. « Vous reviendrez bientôt, n'est-ce pas, monsieur Dubois ?»
a-t-il demandé avec cet accent du Sud qu'il avait gardé intact même après 3 décennies à Paris. Les choses changent, Jean, ai-je répondu en lui serrant l'épaule. Mais les gens restent les mêmes. J'ai conduit jusqu'à la maison en affrontant le trafic chaotique du périphérique. De grosses gouttes de pluie s'abattaient sur le pare-brise, estompant les phares des voitures devant moi. La radio annonçait un énième scandale politique, une autre affaire de corruption qui serait bientôt oubliée. J'ai changé pour une station de chansons françaises et j'ai laissé Charles Aznavour me tenir compagnie dans l'embouteillage qui transformait le retour à la maison en un voyage d'introspection forcé. Ma femme Hélène m'attendait avec du café fraîchement préparé et ce genre de regard qui disait qu'elle savait déjà ce qui s'était passé avant même que j'ouvre la bouche. 22 ans de vie commune avaient créé une sorte de télépathie entre nous. Elle était sur le balcon de notre appartement dans le Marais, entourée de ses fougères et de ses orchidées qui semblaient prospérer sous ses soins méticuleux, contrairement aux plantes que j'essayais de maintenir en vie au bureau. À quel point c'est grave? Elle a-t-elle demandé, servant le café dans 2 tasses, la sienne avec 2 sucres, la mienne sans rien. Un rituel de longue date. Ça pourrait être pire, ai-je répondu, observant l'animation de la rue en contrebas. Des jeunes se rendant dans les bars, des gens rentrant du travail, le livreur de pizza sur son scooter bruyant. La vie suivait son cours, indifférente aux petits tremblements de terre qui venaient de secouer mon monde professionnel. Mais assis là, dans ma cuisine, en regardant ces cartons qui résumaient 2 décennies de dévouement, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus vif, quelque chose que j'ai reconnu comme étant la même impulsion qui m'avait fait quitter ma petite ville de Normandie pour tenter ma chance dans la capitale. Juliette avait commis une erreur, une grosse erreur, et elle ne s'en rendrait compte que vendredi matin, lorsque Vitalis System appellerait pour demander où était leur présentation. La présentation que seul moi savais comment livrer. J'ai commencé chez Blanchecor directement après l'université Paris-Saclay, où j'avais obtenu mon diplôme en pharmacie et biochimie. À l'époque, c'était une petite entreprise avec de grands rêves et des problèmes encore plus grands, occupant 2 étages d'un immeuble de bureaux à Bercy. Le fondateur, le vieux Édouard Bertrand, un Auvergnat au parler lent et au regard perçant, avait parié sur un jeune de province sans expérience, mais avec beaucoup de volonté, et une thèse primée sur les protéines recombinantes. « Vous avez la faim dans les yeux, mon garçon », avait-il dit en m'embauchant, et ça, aucune grande école ne l'enseigne. J'ai passé mes 5 premières années à tout apprendre. Les procédures de laboratoire, la conformité réglementaire, la psychologie du client, les particularités de la bureaucratie française. J'ai appris à naviguer dans le labyrinthe des approbations de l'ANSM et à expliquer des processus biotechnologiques complexes à des investisseurs qui savaient à peine la différence entre une bactérie et un virus. À 30 ans, je dirigeais le département des relations clients. À 35 ans, j'étais l'homme que les entreprises appelaient lorsqu'elles avaient besoin de solutions biotechnologiques rapides et bien faites. L'homme qui résolvait les problèmes. J'ai bâti des relations qui ont maintenu Blanchecor à flot pendant la crise de 2008, alors que des concurrents plus grands et mieux établis fermèrent leurs portes ou vendèrent leurs opérations à des multinationales. Quand les concurrents faisaient faillite, nous prospérions parce que nos clients ne faisaient pas confiance à une entreprise nommée Blanchecor Biotechnologies. Ils faisaient confiance à Antoine Dubois. Hélène comprenait les exigences, les appels nocturnes de clients à l'étranger, les voyages de fin de semaine pour décrocher de nouveaux contrats à Lyon, Bordeaux ou Strasbourg. Elle a élevé notre fille Camille, pratiquement seule pendant que je construisais quelque chose d'important, quelque chose qui subvenait aux besoins de notre famille, et employait 63 personnes qui dépendaient de moi pour payer leurs hypothèques, les écoles privées, les traitements médicaux. Mais les choses ont commencé à changer quand Édouard Bertrand a pris sa retraite il y a 2 ans, après une alerte cardiaque que le médecin a qualifiée d'avertissement final. Son fils Marc a pris la direction en tant que PDG et a fait appel à des consultants en management qui parlaient de disruption et de agile mindset et qui voyaient les employés comme des lignes sur une feuille de calcul Excel. Des gens avec des MBA coûteux et aucune expérience pratique dans notre secteur. Juliette était l'une de ces consultantes qui avait réussi à convaincre Marc qu'elle pouvait optimiser notre stratégie d'engagement client. Comme si des relations construites sur des décennies pouvaient être optimisées par quelqu'un qui ne connaissait pas la différence entre un anticorps monoclonal et une aspirine. Les signaux d'alarme étaient là,
dès le premier jour. Elle arrivait aux réunions avec les clients sans connaissance préalable et m'interrompait pendant les présentations pour suggérer des changements insensés. Une fois, lors d'une réunion avec le ministère de la Santé, elle a remis en question notre méthodologie de test devant le directeur de cabinet, manquant de nous faire perdre un contrat de 2,5 millions d'euros. Elle a réorganisé mon système de classement sans demander, égarant des documents cruciaux. Elle a mis en place un nouveau CRM coûteux que personne ne savait vraiment utiliser. Pire que tout, elle a commencé à planifier des appels avec mes plus gros clients, prétendant qu'elle devait évaluer leur niveau de satisfaction, comme si elle pouvait mesurer en métriques et en graphiques ce que j'avais mis des années à construire au cours de dîners, de promesses tenues, de problèmes résolus à 3 heures du matin. Il y a 3 semaines, je suis arrivé au bureau tôt avant même l'arrivée de la réceptionniste, quand seuls Jean et le personnel de nettoyage circulaient dans les couloirs silencieux. J'ai entendu la voix de Juliette, venant de la salle de conférence, au téléphone avec quelqu'un de la direction. La porte était entr'ouverte et ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. « Les méthodes d'Antoine sont dépassées », disait-elle, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Les clients le respectent par inertie, mais ils ont besoin d'une nouvelle approche. Je peux obtenir les mêmes résultats, avec la moitié des coûts opérationnels. Et il faut être réaliste, il a presque 50 ans. Il ne suivra pas les évolutions du secteur. La moitié des coûts signifiait licencier mon équipe. Des gens comme Béatrice, qui avait travaillé des nuits entières pour maîtriser les spécifications du compte Vitalis, tout en s'occupant de sa mère atteinte d'Alzheimer. Ou Thomas, qui avait appris le mandarin juste pour mieux communiquer avec nos partenaires de Shanghai, en étudiant après ses heures de travail pendant 6 mois. Vincent, qui connaissait chaque virgule de la législation sanitaire française et avait des contacts à tous les niveaux de l'ANSM. J'aurais dû la confronter sur le champ, entrer dans la salle et lui montrer que j'avais très bien compris son jeu. Au lieu de cela, j'ai fait ce que je faisais toujours face à un défi. Je me suis concentré sur le travail, sur le tangible, sur ce que je pouvais contrôler. La présentation de Vitalis était notre plus grosse proposition de l'année. Un contrat de 5 millions d'euros pour des biocapteurs spécialisés qui seraient utilisés dans la recherche sur les maladies tropicales avec un potentiel d'expansion internationale. Je me préparais depuis 8 mois, établissant des relations avec leur équipe technique, comprenant leurs exigences exactes, déjeunant avec le directeur financier pour comprendre leurs préoccupations en matière de trésorerie. Juliette connaissait l'existence de la réunion, bien sûr. Elle était marquée en rouge sur le calendrier de l'entreprise, impossible à ignorer. Mais elle n'en connaissait pas les détails, les nuances, le travail de fond. Dans sa tête, les présentations se résumaient à des diapositives PowerPoint, de jolis graphiques et des slogans de motivation. Elle ne comprenait pas que le directeur de la technologie de Vitalis, le docteur Roger Perrin, détestait les présentations formelles. Il préférait les discussions techniques directes, avec des chiffres et des faits, sans fioritures. Elle ne savait pas que la directrice des achats, la docteure Sandra Muller, une Argentine installée en France depuis 20 ans, ne faisait confiance qu'aux fournisseurs capables de parler son langage technique sans simplification excessive. Elle ne comprenait pas que le PDG, Édouard Vitalis, fondateur de l'entreprise et professeur retraité de l'école polytechnique, prenait ses décisions sur la base des calendriers de mise en œuvre et de l'impact scientifique, et non sur des économies de coûts ou des tendances du marché. L'ironie était parfaite, presque poétique. Juliette m'avait licencié pour paraître décisive et visionnaire aux yeux de Marc. Mais vendredi matin, lorsque Vitalis appellerait en demandant spécifiquement Antoine Dubois, elle apprendrait la différence entre gérer des gens et gérer des relations. Jeudi soir, je n'ai pas réussi à dormir. Pas par inquiétude, mais par anticipation. Le même genre d'énergie nerveuse que je ressentais avant de soutenir ma thèse à l'université. Hélène m'a trouvé dans la cuisine à 2 heures du matin, assis avec une tasse de café fort et mon ordinateur portable ouvert. La lumière bleutée de l'écran illuminait la pièce sombre comme un aquarium nocturne. « Tu prépares quelque chose ?» a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. « Je réfléchis, c'est tout », ai-je répondu en fermant quelques fenêtres du navigateur. Elle s'est assise en face de moi, portant le peignoir bleu délavé qu'elle refusait de remplacer. 22 ans de mariage lui avaient appris quand insister et quand attendre. C'était un moment d'attente. Ses doigts, encore tachés de peinture des cours d'art qu'elle donnait à des enfants dans un projet social en banlieue, tambourinaient légèrement sur la table. Juliette a appelé plus tôt.
ai-je finalement dit en sirotant mon café déjà tiède. Elle a laissé 3 messages vocaux. Qu'est-ce qu'elle voulait? Hélène s'est servi un café, ajoutant du sucre avec la précision de quelqu'un qui connaissait exactement la quantité nécessaire pour le rendre buvable. Des détails sur la présentation de Vitalis. Elle semblait désespérée. Hélène a souri, un léger sourire qui formait de petites rides au coin de ses yeux. Elle avait été présente pour toutes les nuits tardives, tous les week-ends que j'avais passés à construire ces relations avec les clients. Elle m'avait vu manquer des anniversaires, des remises de diplômes et des récitals de piano de Camille, parce qu'un client à Strasbourg avait une urgence ou parce qu'un lot de réactifs était bloqué à la douane. Elle comprenait mieux que quiconque ce que j'avais construit. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien, je ne suis plus son employé. » C'est là que j'ai compris toute la portée de ce que Juliette avait fait. Elle ne m'avait pas seulement licencié. Elle avait détruit 15 ans de savoir institutionnel, de préférences clients, de spécifications techniques, de dynamique relationnelle qui avaient mis des années à se développer. Le compte Vitalis ne se résumait pas à une présentation sophistiquée. Il reposait sur une confiance bâtie à travers des dizaines d'interactions mineures. Comme se souvenir que le docteur Perrin préférait les dessins techniques aux organigrammes colorés, ou savoir que la docteure Müller avait besoin de données comparatives avec les concurrents internationaux, ou comprendre qu'Édouard Vitalis prenait ses décisions en fonction des délais de mise en œuvre et non des économies de coûts. Juliette pensait qu'elle pouvait improviser, arriver avec une présentation standard pleine de jargon managérial et se frayer un chemin vers un contrat de 5 millions d'euros. Elle n'avait aucune idée que l'équipe de Vitalis attendrait les détails techniques approfondis que je leur avais promis au fil des mois de conversations préparatoires. Ceux qui n'existaient que dans ma tête et dans des notes manuscrites sur des carnets qui n'avaient jamais été numérisés. Non par négligence, mais parce que c'était ainsi que je travaillais le mieux, en traitant l'information à l'ancienne, avec un stylo et du papier. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé mon agenda numérique. Vitalis était prévu pour 10 heures le vendredi. Vers 11 heures, ai-je calculé, Juliette serait assise dans le bureau de Marc, essayant d'expliquer pourquoi son plus gros client potentiel de l'année était parti après 20 minutes d'une présentation désastreuse. Mon téléphone a vibré sur la table en bois que nous avions ramenée de la maison des parents d'Hélène en Provence. Un SMS de Béatrice. « Juliette a passé la journée dans ton bureau à chercher des fichiers. Elle a l'air paniquée. Elle a demandé où tu gardes les spécifications techniques de Vitalis. » J'ai répondu « Les fichiers sont sur le serveur. » Elle a accès à tout, ce qui était techniquement vrai. Elle avait accès aux contrats, aux informations de base sur les clients, aux modèles de présentation standard, des données brutes auxquelles tout nouvel employé pouvait accéder. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le contexte, les histoires derrière les chiffres, l'élément humain qui transformait les données en relations, les innombrables conversations informelles avec Édouard Vitalis sur l'avenir de la recherche biotechnologique en France, les inquiétudes de la docteure Müller concernant les fournisseurs précédents qui n'avaient pas respecté les délais, les exigences techniques spécifiques du docteur Perrin qui n'avaient jamais été officiellement documentées parce qu'elles avaient émergé lors d'un barbecue de fin d'année. Je me suis servi une autre tasse de café, sentant l'arôme fort remplir la cuisine et me transporter vers d'innombrables matins similaires au fil des ans, me préparant à des batailles d'entreprise qui semblaient si importantes à l'époque. « Tu penses que je suis mesquin ?» ai-je demandé à Hélène. Elle m'a regardé longuement, le genre de regard qu'elle réservait à l'évaluation d'une œuvre d'art. « Je pense que tu obtiens exactement ce que tu as mérité, » a-t-elle finalement répondu. Ni plus ni moins. J'ai ouvert un nouveau document sur l'ordinateur. J'ai commencé à taper ma lettre de démission formelle, celle que j'aurais dû envoyer des mois plus tôt quand j'ai compris le jeu de Juliette. Des mots polis, des remerciements appropriés, des mentions de nouveaux défis et de croissance personnelle, le vocabulaire stérile des transitions professionnelles. Mais je me suis arrêté, j'ai tout sélectionné et j'ai appuyé sur « Supprimer ». Pourquoi lui faciliter la tâche? À la place, j'ai ouvert ma messagerie personnelle et j'ai commencé à contacter des gens dans d'autres entreprises de biotechnologie, des gens qui essayaient de me recruter depuis des années avec des offres que j'avais toujours refusées par loyauté envers Blanchecor. Le matin, j'avais 3 demandes d'entretien et une offre d'emploi préliminaire. Hélène s'est réveillée à 6 heures et m'a trouvé encore à la table de la cuisine, déjà habillée pour la journée, la chemise bleu clair dont elle disait qu'elle allait avec mes yeux parfaitement repassée. « Tu vas quelque part ?»
a-t-elle demandé en préparant son petit déjeuner. Pain complet avec du fromage frais et des tomates, un rituel quotidien depuis plus d'une décennie. Un café près du jardin du Luxembourg. Bon Wi-Fi. Un endroit tranquille pour passer quelques appels. Elle m'a embrassé sur le front, laissant un léger parfum de crème pour le visage dans l'air. Montre-leur de quoi tu es capable. Je ne prévoyais de montrer quoi que ce soit à personne. Je prévoyais de laisser Juliette le faire toute. Seule, en trébuchant sur sa propre inexpérience et son arrogance. La meilleure vengeance, disait mon père en gérant des voisins difficiles en Normandie, n'est pas celle que l'on planifie méticuleusement, mais celle que l'univers vous livre quand vous prenez simplement du recul et que vous observez. Vendredi matin, le ciel de Paris était exceptionnellement bleu, comme lavé par la pluie de la veille. À 9h47, j'étais assis dans un café près du jardin du Luxembourg, un endroit confortable fréquenté par des professeurs de la Sorbonne et des artistes du quartier. L'arôme de grains fraîchement torréfiés et de croissants sortant du four créait une atmosphère chaleureuse qui contrastait avec le chaos urbain extérieur. Mon téléphone a commencé à sonner. Juliette. Le nom a clignoté sur l'écran comme une alerte rouge. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale en prenant une gorgée de mon café filtre, fort, sans sucre, comme j'avais appris. À l'aimer pendant les nuits blanches, à étudier pour les examens de biochimie. Puis elle a rappelé. Et encore. À 10h15, selon l'horloge Art déco sur le mur du café, elle avait appelé 7 fois. Chaque appel ignoré était comme un petit acte de libération. À 10h23, c'est Béatrice qui a appelé. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. « Antoine, où es-tu » Sa voix était tendue, presque un murmure, comme si elle parlait d'un lieu interdit. L'équipe de Vitalis est là, tous. Dr Perrin, Dr Müller et Édouard Vitalis lui-même. Et Juliette est en train de perdre les pédales. Je ne peux pas décrire la scène. Elle ne trouve pas les spécifications techniques qu'il demande. Elles sont dans le système, ai-je dit calmement, en remuant mon café avec une cuillère en inox, observant le petit tourbillon sombre se former et se dissiper. Elle dit qu'elles n'y sont pas. Elle a passé toute la nuit à chercher. Marc est là aussi, essayant de calmer les esprits. Je n'ai jamais vu le docteur Perrin aussi irrité. Dis-lui de vérifier le dossier du projet sous la sous-section des exigences. Technique de Vitalis System, ai-je suggéré, comme si je donnais des indications pour un endroit que je savais ne pas exister. Béatrice est restée silencieuse un moment, seul le son de sa respiration nerveuse audible à travers le téléphone. Je l'imaginais dans un coin du couloir, caché pour passer cet appel, risquant sa propre position. « Antoine » a-t-elle finalement dit, la voix encore plus basse. Elle dit que le dossier est vide, à l'exception des coordonnées de base et de quelques rapports financiers préliminaires. J'ai presque souri, ressentant une satisfaction que j'ai immédiatement reconnue comme mesquine mais authentique. C'est parce que les spécifications techniques n'ont jamais été numérisées. Elles sont dans mon carnet. Le bleu à spirale qui était dans le deuxième tiroir de mon bureau. Celui avec l'autocollant de l'université sur la couverture. Celui que j'ai ramené à la maison hier. Celui que tu as ramené à la maison hier, a répété Béatrice, la compréhension se faisant lentement jour dans sa voix. Elle est restée silencieuse un long moment, avec seulement le brouhaha du bureau en fond sonore. Il te demande spécifiquement, Antoine. Le docteur Perrin a dit qu'il avait hâte de discuter des protocoles d'étalonnage des capteurs de température que tu as développés spécialement pour leur projet. La docteure Müller a apporté toute la documentation réglementaire que tu avais demandé de réviser. Et Édouard Vitalis pose des questions sur les délais de mise en œuvre dont vous aviez discuté au dîner le mois dernier. J'ai regardé par la fenêtre du café, observant l'agitation de la ville. Des cadres pressés avec leurs mallettes, des étudiants portant des sacs à dos lourds, des vendeurs de rue organisant leurs marchandises. La vie continuait, indifférente aux petits drames d'entreprise. J'aimerais pouvoir aider, ai-je dit sincèrement, parce que malgré tout, ces mois de travail sur le compte Vitalis comptaient pour moi. C'était un projet qui aurait pu faire une réelle différence dans la recherche médicale française. Mais je ne suis plus un employé de Blanchecor, tu te souviens? À 10h45, c'est Marc qui a appelé, le PDG lui-même, le fils du fondateur. Son nom sur l'écran du téléphone m'a fait hésiter un instant avant de répondre. Antoine, sa voix était tendue, contrôlée. Le genre de contrôle qui demande un effort. J'ai besoin que tu viennes. Il y a eu un malentendu. Aucun malentendu, Marc. J'ai été licencié hier avec effet immédiat. Tes mots, pas les miens. Ou plutôt,
les mots de ta nouvelle directrice des relations clients. Écoute, je pense que Juliette a été précipitée, a-t-il tenté, la voix s'adoucissant, passant en mode charme qu'il utilisait avec les investisseurs. Des décisions ont été prises dans le feu de l'action. On peut en discuter. Peut-être, mais le fait est que je ne suis plus un employé, Marc. Je ne peux pas légalement représenter Blanchecor dans des réunions avec des clients. Il y a eu un lourd soupir de l'autre côté de la ligne. Qu'est-ce que tu veux, Antoine? Dis ton prix. On peut te prendre comme consultant pour cette présentation spécifique. Je ne suis pas disponible, ai-je répondu simplement. Ce qui était vrai. J'avais un entretien téléphonique avec BioAvance, le principal concurrent de Blanchecor, à 14 heures. Le vice-président du développement commercial, Paul André, avait appelé personnellement après avoir reçu mon CV ce matin-là, surpris et ravi de la possibilité de m'embaucher. Vers 11h30, d'après les messages de Béatrice, l'équipe de Vitalis avait quitté le bâtiment de Blanchecor. Ils avaient donné à Juliette exactement 20 minutes pour produire la documentation technique qu'ils avaient spécifiquement demandée dans des emails précédents, des emails qui m'étaient adressés, pas à l'adresse générique de l'entreprise. Quand elle n'a pas pu la fournir, prétextant une réorganisation des systèmes et une période de transition, ils se sont poliment excusés et ont dit qu'ils réévalueraient leurs options de partenariat stratégique. Une phrase qui, dans le monde de l'entreprise français, signifiait que l'affaire était morte. Juliette a rappelé à midi. Cette fois, j'ai répondu, curieux d'entendre ce qu'elle avait à dire. Antoine, sa voix était tremblante, dépourvue de son vernis de confiance habituel. Tu dois m'aider, c'est du sabotage d'entreprise. Tu as délibérément caché des informations vitales. Ce sont des conséquences, Juliette, ai-je répondu calmement, en payant mon addition et en laissant un pourboire généreux à la serveuse qui avait gardé ma tasse pleine toute la matinée. Les conséquences des décisions que tu as prises. Je peux te poursuivre pour sabotage. Rétention d'informations de l'entreprise, c'est un délit. Sa voix a monté d'une octave, le désespoir prenant clairement le dessus. Quelles informations? Ai-je demandé en sortant dans la chaleur de la rue. J'ai retiré mes effets personnels de mon bureau comme c'est mon droit. Les carnets étaient les miens, achetés avec mon propre argent à la papeterie du coin. Tous les fichiers officiels de l'entreprise restent intacts sur le serveur. Ce n'est pas ma faute si tu ne sais pas où chercher ou quoi chercher. Tu sais que ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde réel, Antoine. En fait, c'est exactement comme ça que ça marche, Juliette. J'ai été licencié sans cause réelle et sérieuse et sans préavis après 23 ans de service. Blanchecor a renoncé à tout droit à ma coopération volontaire au moment où tu as dit « Nous restructurons votre département et votre poste n'existe plus », hier à 15h37. Elle a raccroché brusquement. 10 minutes plus tard, la sécurité de l'entreprise a appelé pour me demander de rendre mes carnets de l'entreprise. Je leur ai poliment dit de vérifier mon contrat de travail. Section 12, paragraphe 3. Les carnets personnels, appareils électroniques et autres objets acquis avec des fonds personnels restent la propriété exclusive de l'employé, indépendamment du contenu lié au travail. Une clause que j'avais moi-même suggérée des années auparavant, après qu'un chercheur talentueux soit parti en n'emportant que son intelligence, laissant derrière lui de précieuses notes qui ont fini archivées et oubliées. À 13h30, alors que je me promenais dans le jardin des Tuileries, regardant les personnes âgées jouer aux dames et les enfants courir entre les arbres centenaires, Hélène a appelé, riant si fort qu'elle pouvait à peine parler. « Camille vient de m'envoyer un message », a-t-elle réussi à dire entre deux rires. Elle a vu Juliette sur LinkedIn poster sur de nouvelles opportunités passionnantes et une transformation numérique accélérée chez Blanchecor. Apparemment, elle essaie de transformer le fiasco d'aujourd'hui en une restructuration stratégique positive. Et comment ça marche pour elle? Ai-je demandé, m'asseyant sur un banc en bois usé par le temps, observant un couple de personnes âgées nourrir les pigeons, défiant les panneaux interdisant cette pratique. 3 de tes anciens clients ont déjà commenté sa publication en demandant où tu étais parti et si tu emmenais tes projets dans une autre entreprise. L'équipe de l'INRAE a été particulièrement virulente. Les nouvelles vont vite dans la biotechnologie française, ai-je commenté. Notre secteur était petit, que tout le monde connaissait tout le monde. Les relations personnelles comptaient plus que les contrats sur papier à en tête. Vers 15h, après un entretien téléphonique étonnamment cordial et prometteur avec Paul André de BioAvance, j'avais ma réponse à la question précédente de Juliette sur le sabotage.
en retournant au parking où j'avais laissé ma voiture, passant devant des bâtiments historiques rénovés et des boutiques de design moderne. Réfléchissant à la façon dont Paris était ce mélange improbable de tradition et d'innovation, j'ai réalisé que ce qui s'était passé n'était pas du sabotage. Le sabotage impliquait que j'avais activement travaillé pour nuire à quelque chose. Je n'ai rien fait d'autre que d'emporter avec moi les connaissances qui étaient dans ma tête, des connaissances que j'avais tenté de partager à plusieurs reprises au cours des derniers mois et qui avaient été rejetées comme des méthodes démodées. Le fait que Juliette ne se soit pas souciée d'apprendre comment le département fonctionnait réellement, c'était son choix. Le fait qu'elle ait licencié la seule personne qui comprenait les complexités de ses plus gros comptes, c'était sa décision. Le fait qu'elle croyait que les relations d'affaires en France pouvaient être réduites à des diapositives PowerPoint et des rapports CRM, c'était sa limite. J'ai passé 15 ans à construire quelque chose de précieux, brique par brique, conversation par conversation, problème résolu après problème résolu. Juliette a mis 15 minutes à le détruire, avec une décision impulsive, basée sur des théories de gestion qui fonctionnaient dans des études de cas de Harvard, mais pas dans les relations d'affaires complexes françaises. Maintenant, elle apprenait combien ses connaissances valaient réellement. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Béatrice. Vitalis a appelé. Ils veulent savoir si tu es disponible pour du consulting en freelance. Apparemment, ils sont très mécontents du manque de préparation de Blanchecor. Ils ont mentionné que le projet est urgent et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui comprenne les complexités réglementaires et techniques. Ils ont demandé ton contact personnel. Je me suis arrêté au milieu du trottoir, provoquant un petit embouteillage humain qui m'a valu des regards irrités de piétons pressés. C'était tentant. Accepter la mission de conseil serait le coup de grâce, la preuve définitive que Juliette avait commis une erreur colossale. Mais quelque chose en moi, peut-être la même impulsion qui m'avait fait quitter la Normandie des décennies plus tôt, me disait qu'il était temps de regarder vers l'avant, pas vers l'arrière. Quasi l'heure que je les remercie sincèrement de leur intérêt, mais que je ne suis pas disponible pour des projets freelance en ce moment, ai-je répondu. Mais ils pourraient envisager BioAvance pour leurs besoins biotechnologiques. J'ai entendu dire qu'ils développent leur division de biocapteurs. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de s'écarter et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actions. Comme le disait mon père en observant les voisins qui le méprisaient, perdre leur récolte pour ne pas avoir suivi ses conseils. La vie enseigne mieux que n'importe quel professeur, mon petit Antoine, et elle facture des intérêts élevés pour ses leçons. Samedi matin a apporté un ciel clair et l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin. J'organisais ma petite collection de disques vinyles, une passion qu'Hélène tolérait avec bonne humeur, quand j'ai reçu un appel de Thomas, mon ancien collègue de l'équipe de Shanghai. « Antoine, je dois te dire quelque chose, dit-il, son accent toulousain plus prononcé quand il était nerveux. J'aurais probablement dû te le dire il y a des semaines. Je me suis servi un café dans la tasse qui avait survécu au déménagement du bureau et je me suis assis dans le fauteuil du balcon. L'animation du quartier créait une bande-son urbaine familière. Conversation de voisins, enfants jouant au ballon dans la rue, le primeur annonçant ses fruits frais. « Je t'écoute », ai-je répondu, laissant le silence s'installer confortablement. « Juliette a appelé nos clients internationaux », a-t-il commencé hésitant. Pas pour construire des relations, comme elle le disait en réunion, mais pour obtenir des informations spécifiques. Elle voulait connaître les termes des contrats, les dates de renouvellement, les structures de prix, des choses qu'elle aurait dû apprendre avec les fichiers internes ou en te demandant directement. Le tableau est devenu plus clair, comme lorsque les dernières pièces d'un puzzle se mettent en place. Quoi d'autre, Thomas? Elle m'a demandé de lui envoyer des copies de toute ma correspondance avec les clients chinois. Elle a dit que c'était pour une revue d'assurance qualité et un audit des processus. Quand je lui ai dit que tout était déjà enregistré dans le système CRM qu'elle avait elle-même mis en place, elle a insisté pour avoir les originaux, y compris les notes personnelles et les échanges informels sur WeChat. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac, comme après avoir bu de l'eau glacée trop rapidement. « Tu les as envoyés ?» « Non, Antoine. J'ai dit que j'aurais besoin d'une autorisation formelle du service juridique, compte tenu des lois chinoises sur la confidentialité. Elle n'a pas insisté après ça. Mais je pense qu'elle montait un dossier contre toi, essayant de prouver que tu cachais des informations ou que tu gérais mal les comptes. Cherchant des justifications rétroactives
pour une décision qu'elle avait déjà prise. Cela expliquait son intérêt soudain pour mes méthodes, les questions insistantes sur mes relations avec les clients, les demandes d'accès à une correspondance qui n'intéresserait normalement pas une directrice marketing. Juliette n'essayait pas d'apprendre de moi ou de comprendre le métier. Elle essayait de me remplacer par une documentation qu'elle pouvait contrôler, de transformer des relations personnelles en processus standardisés, de convertir 20 ans d'expérience en un manuel que n'importe quel jeune diplômé pourrait suivre. Et il y a plus, a poursuivi Thomas, la voix maintenant plus ferme. Hier, après le désastre de Vitalis, elle a convoqué une réunion d'urgence. Elle a réuni toute l'équipe des relations clients dans la grande salle de conférence, celle avec vue sur la scène. Elle a dit à tout le monde que tu avais délibérément retenu des informations critiques pour saboter l'entreprise, que tu étais un employé mécontent qui résistait à la modernisation nécessaire. Et comment cela a-t-il été reçu? Ai-je demandé, même si je pouvais déjà l'imaginer. Béatrice l'a mouché sur le champ. Elle s'est levée, tu connais sa manière, calme mais ferme, et a souligné que tu avais proposé de former Juliette sur tous tes comptes à son arrivée. Elle a montré les emails que tu avais envoyés, proposant des sessions de transfert de connaissances. Elle a rappelé à tout le monde le dossier d'accueil que tu avais préparé spécialement pour Juliette, avec des profils détaillés de chaque client important. Et Juliette, elle a dit que c'était superficiel et que tu cachais les détails vraiment importants. C'est là que Vincent est intervenu. Il a dit qu'il avait travaillé avec toi pendant 15 ans et que tu étais la personne la plus méticuleuse et transparente qu'il connaissait. Que si une information n'était pas documentée, c'est parce que le système qu'elle avait mis en place ne pouvait pas gérer le type de connaissances qualitatives qui faisait tourner Blanchecor. Je me suis souvenu de cette conversation mentionnée par Vincent. 3 mois plus tôt, j'avais passé un week-end entier à préparer des supports de formation pour Juliette. J'avais ignoré l'anniversaire d'un ami d'enfance, reporté une sortie promise à Camille et consacré des heures à créer des profils clients détaillés, à cartographier les préférences de communication, à détailler les exigences techniques spécifiques. Juliette les avait feuilletées pendant moins de 10 minutes lors d'une réunion, le lundi, et avait dit que la gestion traditionnelle des relations était trop chronophage pour les pratiques commerciales modernes, que nous avions besoin de systèmes évolutifs, pas de connaissances concentrées dans des silos humains. Des mots qui sonnaient impressionnants dans les présentations à la direction, mais qui signifiaient peu dans le travail réel, avec des clients en chair et en os. Quelle est l'ambiance au bureau maintenant? Ai-je demandé, en regardant une famille passer dans la rue en bas, le père et la mère se tenant la main avec un jeune enfant entre eux, tous mangeant une glace malgré l'heure matinale. De petites joies que les cadres comme Juliette remarquaient rarement. Tendu, Marc a convoqué une réunion générale pour lundi. L'email disait « Restructuration stratégique du département des relations clients ». Mais tout le monde sait ce que ça veut dire. On dit qu'il fait appel aux consultants externes de la même société qui a recommandé Juliette pour évaluer la crise des relations clients, comme il l'appelle maintenant. Après que Thomas a raccroché, je suis resté sur le balcon un long moment, observant l'animation du quartier, réfléchissant aux implications plus profondes de ce qu'il avait partagé. Juliette ne m'avait pas seulement licencié impulsivement, parce qu'elle croyait pouvoir faire mon travail mieux, avec moins de ressources. Elle planifiait délibérément de me remplacer depuis des semaines, peut-être des mois, en collectant des informations, en documentant des processus, en essayant d'extraire des décennies de connaissances tacites dans un format qu'elle pouvait contrôler. La présentation de Vitalis devait être sa preuve de concept, sa démonstration ultime que l'ancien régime était dispensable. Une réunion réussie aurait validé son approche et justifié mon licenciement aux yeux de la direction. Cela aurait été la preuve que les relations peuvent être codifiées, systématisées et transférées comme des fichiers numériques. Au lieu de cela, le fiasco a exposé à quel point elle comprenait peu le travail qu'elle prétendait si sûrement pouvoir optimiser. Hélène m'a rejoint sur le balcon, apportant plus de café et des tranches de pain encore chaudes de la boulangerie. « Tu as l'air pensif », a-t-elle commenté en s'asseyant sur la chaise à côté. « Je traite juste quelques informations », ai-je répondu, acceptant la tasse qu'elle m'offrait. Juliette essayait de me saboter depuis des mois. Elle montait un dossier contre moi tout en faisant semblant de vouloir apprendre de moi. Hélène a hoché la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Les personnes peu sûres d'elles essaient souvent de détruire ce qu'elles ne peuvent pas comprendre.
a-t-elle dit simplement. Il est plus facile d'abattre un arbre que d'apprendre à le cultiver. Mon téléphone a sonné à nouveau. BioAvance. Paul André, le même cadre de l'entretien d'hier. Antoine, c'est Paul. Désolé de vous appeler un samedi, mais nous avons un changement de plan. Nous aimerions accélérer notre processus de sélection et fixer un entretien en personne pour lundi, si vous êtes disponible. Notre équipe de direction a été extrêmement impressionnée par votre CV et notre conversation d'hier. Je serais intéressé d'en savoir plus sur le poste. Ai-je répondu, observant un colibri visiter les orchidées qu'Hélène cultivait avec tant de soin sur le balcon. Excellent. Franchement, Antoine, je vais être direct avec vous. Le ton de Paul a changé, devenant plus confidentiel. Nous observons les récents changements chez Blanchecore avec inquiétude. Plusieurs de nos partenaires et contacts dans le secteur ont mentionné des interruptions dans leur service client, des changements de personnel abrupts, de nouveaux processus qui causent des retards. En tant que concurrent, cela pourrait évidemment être avantageux pour nous à court terme, mais le marché français de la biotechnologie est trop petit pour qu'une entreprise importante implose sans affecter tout l'écosystème. Ai-je complété sa pensée? Exactement. De plus, nous recherchons spécifiquement quelqu'un qui comprend l'importance du développement commercial basé sur les relations. Quelqu'un qui sait naviguer dans l'environnement réglementaire français complexe et qui comprend que, dans notre pays, la confiance se construit personnellement, pas à travers des systèmes automatisés. Après qu'il a raccroché, avec l'entretien fixé pour lundi à 10h, j'ai réalisé que Juliette m'avait ironiquement rendu un service. Pendant des années, j'étais à l'aise chez Blanchecore. Bon salaire, routine familière, relations établies. J'étais respecté, apprécié par le vieux Bertrand, et j'avais une autonomie presque totale dans mon département. Mais j'avais aussi cessé de grandir. J'étais devenu tellement concentré sur le maintien de ce que j'avais construit que j'avais oublié qu'il y avait d'autres endroits où construire, d'autres défis à relever, d'autres équipes à diriger. Hélène m'a trouvé dans le garage cet après-midi-là, en train d'organiser des outils que je n'avais pas touchés depuis des mois. Des boîtes poussiéreuses révélaient des projets inachevés, une étagère que j'avais promis de construire, un support pour ses plantes, des réparations sur la table en bois du balcon. « Journée productive ?» a-t-elle demandé, s'appuyant sur le cadre de la porte, m'observant avec ce mélange d'affection et d'amusement qui caractérisait notre relation. « Journée éclairante », ai-je répondu en remettant les clés à molette à leur place, en triant les clous par taille comme je le faisais avec les rapports au bureau. « J'ai un entretien lundi chez BioAvance. Ils proposent d'un poste de directeur senior, une augmentation de salaire de 20% et des options d'intéressement. C'est merveilleux, a-t-elle dit, s'approchant et examinant les outils que je venais d'organiser. Mais tu n'as pas l'air complètement heureux. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai reposé la clé à molette que je tenais dans la boîte à outils que mon père m'avait donnée quand j'ai déménagé à Paris. Un cadeau pratique d'un homme pratique. Je n'arrête pas de penser à mon équipe, ai-je avoué. Béatrice, qui est à quelques années de la retraite et s'occupe toujours de sa mère atteinte d'Alzheimer. Thomas, qui a finalement réussi à faire venir sa famille de Chine après des années de séparation. Vincent avec 3 enfants à l'université. Ce sont de bonnes personnes coincées dans le désordre créé par Juliette, et la prochaine vague de consultants ne fera probablement qu'empirer les choses. Hélène m'a pris la main, la sienne petite et tachée de peinture, la mienne grande et calleuse, après des années à manipuler du matériel de laboratoire avant de passer à la gestion. Un contraste que j'ai toujours trouvé approprié. Elle créant la beauté, moi construisant des structures. « Tu ne peux pas sauver tout le monde, Antoine », a-t-elle dit doucement mais fermement, même si tu le veux. Tu ne peux contrôler que ce que tu fais ensuite. Et c'est déjà beaucoup. Elle avait raison comme elle l'avait souvent sur les questions de cœur. Juliette avait fait ses choix. Marc avait fait les siens. Maintenant, ils allaient tous les deux vivre avec les conséquences. Mon travail n'était pas de sauver une entreprise qui n'avait pas valorisé 2 décennies de dévouement. C'était de faire de meilleurs choix pour mon propre avenir et peut-être de créer un espace où des professionnels talentueux pourraient être valorisés pour ce qu'ils savaient, pas seulement pour ce qu'ils coûtaient. Lundi matin, la circulation sur les Champs-Élysées était particulièrement dense. J'ai mis mon meilleur costume, celui que je réservais pour les présentations importantes aux investisseurs internationaux, et j'ai conduit jusqu'au siège de BioAvance à La Défense, où des gratte-ciel de verre abritaient les principales entreprises de technologie et de biotechnologie du pays. Le contraste avec le siège plus traditionnel de Blanchecore était évident,
Plus de verre, plus d'espaces ouverts, plus de verdure. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le laboratoire visible depuis le hall d'accueil. Des scientifiques travaillant dans un environnement transparent, montrant littéralement leur travail à quiconque entrait. Un symbole physique de la philosophie que Paul avait mentionné au téléphone. L'entretien s'est mieux passé que prévu. Pas une, mais 3 conversations avec différents cadres de l'entreprise, y compris le fondateur, le docteur Robert Fournier, un franco-japonais de 3e génération qui avait transformé une petite start-up de recherche génétique en un concurrent sérieux sur le marché de la biotechnologie en seulement 8 ans. Vers midi, on m'a rappelé dans le bureau de Paul où m'attendait une offre formelle imprimée sur papier à en-tête. Directeur senior des relations clients, 25% d'augmentation de salaire, avantages sociaux complets et une prime d'embauche qui couvrirait les frais de scolarité de Camille pour les 2 prochaines années. « Nous savons que vous avez d'autres options, Antoine », a dit Paul. Un homme d'une 40aine d'années aux cheveux grisonnants prématurés et aux yeux vifs qui semblèrent constamment évaluer de nouvelles possibilités, y compris rester chez vous et travailler comme consultant indépendant. Mais nous croyons que vous pouvez aider BioAvance à grandir de la bonne manière, en construisant des relations solides avec des clients qui partagent notre vision. Quand auriez-vous besoin que je commence? Ferais-je demander, connaissant déjà la réponse. Hier, si c'était possible, Paul a souri. Mais nous serons satisfaits avec lundi prochain. J'ai accepté sur le champ. En signant le contrat avec le même stylo Montblanc qu'Édouard Bertrand m'avait donné lorsque j'avais pris la direction du département des relations clients de Blanchecore des années auparavant. Un symbole de continuité au milieu du changement. En sortant du bâtiment moderne de BioAvance, sentant le soleil de midi sur mon visage, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pas à cause de l'argent, bien qu'il soit le bienvenu, surtout avec les frais universitaires de Camille. C'était à cause des possibilités. BioAvance se développait rapidement, remportant des contrats avec des géants pharmaceutiques et des universités de recherche dans toute la France et l'Europe. Ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenait comment construire des relations durables avec les clients sur un marché concurrentiel. Quelqu'un qui pouvait naviguer dans les labyrinthes réglementaires de l'ANSM et comprendre les particularités culturelles des affaires en France. Quelqu'un exactement comme moi. Mon téléphone a vibré avec un message de Béatrice. Les actions de Blanchecore ont chuté de 3% ce matin, après la fuite d'un rapport interne dans la presse spécialisée. La nouvelle concernant Vitalis se propage. J'ai déjà vu 3 analystes remettre en question la nouvelle direction et la stratégie de l'entreprise. Je n'étais pas surpris. En biotechnologie, surtout dans l'environnement relativement restreint de la France, la réputation voyage vite. Perdez un client important par manque de préparation et les autres commencent à remettre en question votre fiabilité. Les contrats sont formalisés sur papier, mais construits avec des poignées de main, des déjeuners prolongés et des promesses tenues. La modernisation de Juliette ressemblait de plus en plus à de l'incompétence à chaque jour qui passait. Mardi, Les Échos a publié un bref article sur la sélection de BioAvance par Vitalis Systems pour son projet de biocapteur. Le contrat de 5 millions d'euros sur lequel j'avais passé 8 mois à travailler chez Blanchecore allait maintenant à mon nouvel employeur. L'article ne mentionnait pas mon nom directement, mais laissait entendre que des mouvements récents de cadres entre les 2 entreprises avaient influencé la décision. Paul était radieux. Lors de notre premier jour officiel de travail ensemble, il m'a invité à déjeuner dans un restaurant japonais discret près du bureau. Je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur départ, a-t-il dit alors que nous dégustions un sashimi impeccable. Le contrat Vitalis ne nous donne pas seulement de la crédibilité dans le secteur des biocapteurs, mais il ouvre des portes à d'autres projets similaires. Le docteur Fournier est particulièrement satisfait. Il essayait d'entrer sur ce marché depuis des années. Mercredi, Thomas a appelé avec une mise à jour de Blanchecore. Marc a viré Juliette hier avec effet immédiat, a-t-il dit, sans pouvoir cacher une note de satisfaction dans sa voix. Il l'a convoqué dans son bureau juste après la réunion générale et 15 minutes plus tard, la sécurité l'escortait hors du bâtiment, portant une boîte avec ses affaires. On dit qu'il était furieux de la fuite du rapport interne et de la perte du contrat Vitalis. Comment l'équipe gère-t-elle la situation ? Ai-je demandé, sincèrement préoccupé par les collègues que j'avais laissés derrière moi. Soulagement principalement, mais il y a des rumeurs inquiétantes. Il semblerait que Marc discute avec le même cabinet de conseil qui a recommandé Juliette pour faire venir un autre spécialiste de la transformation numérique
afin d'évaluer l'efficacité du département. Apparemment, il n'a pas appris la leçon. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour mes anciens collègues. Ils avaient survécu au règne bref et turbulent de Juliette, mais la restructuration d'entreprise était comme un virus. Une fois qu'elle commençait, il était difficile de l'arrêter, surtout lorsqu'elle était dirigée par des cadres qui confondaient changement et progrès. Thomas, je peux te poser une question personnelle. Bien sûr, Antoine. Qu'y a-t-il? Es-tu heureux chez Blanchecorps? Vraiment satisfait de ton travail et de la direction que prennent les choses? Il y a eu une longue pause de l'autre côté de la ligne. Le genre de silence qui porte plus de sens que bien des mots. Pas vraiment, a-t-il finalement admis. Depuis le départ du vieux Bertrand, tout a changé. Les chiffres comptent plus que les gens, les processus plus que les résultats. Je viens de passer 6 mois à apprendre le mandarin pour améliorer notre communication avec nos partenaires chinois. Et personne d'autre que toi n'a semblé le remarquer ou s'en soucier. Mais pourquoi? BioAvance étend ses opérations internationales, ai-je expliqué. Il recherche spécifiquement des experts en développement commercial pour les marchés asiatiques. Quelqu'un avec ton expérience et tes compétences linguistiques serait extraordinairement précieux. Surtout quelqu'un qui comprend que les relations commerciales avec les Chinois se construisent avec de la patience et du respect, pas avec des contrats agressifs. Tu es sérieux? Sa voix a monté d'une octave, l'excitation palpable même à travers le téléphone. Tout à fait. Je commence officiellement lundi prochain. Si tu es intéressé, je peux organiser une conversation avec le directeur des opérations internationales. Sans engagement, juste pour explorer les possibilités. Jeudi, alors que je finalisais les détails de mon départ de Blanchecorps avec le service juridique. Question de droits acquis, d'intéressement et de confidentialité, j'ai reçu un appel de Paul André avec une proposition inattendue. Antoine, nous avons eu une réunion de planification stratégique hier avec le conseil d'administration, a-t-il commencé sans préambule. Nous envisageons d'étendre notre division de conseil pharmaceutique. C'est actuellement un petit département, seulement 3 personnes, mais nous y voyons un potentiel énorme, surtout avec les nouvelles réglementations de l'ANSM pour les biosimilaires et les opportunités d'exportation vers le marché européen. Cela ressemble à une expansion significative. Ça l'est, et c'est précisément pourquoi nous en parlons maintenant. Nous aurions besoin de quelqu'un pour diriger cette expansion, quelqu'un avec une connaissance approfondie de l'industrie, une expertise réglementaire et, de manière cruciale, des relations établies. Le docteur Fournier a suggéré que vous pourriez connaître des candidats potentiels. J'ai immédiatement pensé à Béatrice, avec ses 27 ans d'expérience en conformité réglementaire pharmaceutique. Je me suis souvenu des innombrables fois où elle avait réussi à naviguer dans les processus de l'ANSM, alors que tous les autres pensaient que c'était impossible. J'ai pensé à son ambition frustrée. Juliette l'avait ignorée pour une promotion à 3 reprises, prétendant qu'elle était trop traditionnelle dans son approche. Et j'ai pensé à sa situation personnelle, s'occupant de sa mère âgée, ayant besoin de stabilité mais aussi de reconnaissance. Je connais peut-être quelqu'un de parfait pour ce poste, ai-je répondu prudemment. Mais je dois vérifier si elle serait ouverte à de nouvelles opportunités. Vendredi après-midi, après une semaine de transition entre 2 emplois, je me suis rendu au café près du Luxembourg, le même endroit où j'avais observé le début de l'effondrement de Juliette, une semaine plus tôt. Cette fois, je rencontrai Béatrice, qui avait demandé une fin d'après-midi de congé pour affaires personnelles. Elle est arrivée ponctuellement à 16 heures, comme à son habitude, vêtue du même blazer bleu marine qu'elle portait à toutes les réunions importantes. Son armure professionnelle, comme elle aimait à le dire. « Antoine » a-t-elle dit après que nous nous soyons installés à une table discrète au fond du café. « Je n'arrive pas à croire ce que tu me proposes. Quand tu m'as rappelé, je pensais que c'était juste un café entre vieux collègues. Crois-moi, Béa, ai-je répondu, en utilisant le surnom que seuls les amis les plus proches utilisaient. BioAvance veut construire une division de conseil pharmaceutique sérieuse, pas seulement pour respecter les réglementations, mais pour vraiment guider les clients à travers l'environnement réglementaire français de plus en plus complexe. Tu en serais la directrice fondatrice. Autonomie complète pour former ton équipe, développer ta méthodologie, établir tes processus, un salaire compétitif, au moins 30% de plus que ce que tu gagnes actuellement, et la chance de construire quelque chose de significatif à partir de zéro. Et Thomas, tu as mentionné que tu lui avais aussi parlé. Il a déjà accepté. Il commence lundi, le même jour que moi.
en tant que responsable du développement commercial international pour les marchés asiatiques. BioAvance est particulièrement intéressé par son expérience en matière d'enregistrement de brevets en Chine. Béatrice a fixé sa tasse de café un long moment, la vapeur montant en spirales hypnotiques entre nous. Les rides autour de ses yeux semblaient plus prononcées sous la douce lumière du café, chacune racontant des histoires de rapports nocturnes, de délais impossibles et de problèmes résolus. « Marc m'a offert ton ancien poste hier », a-t-elle finalement dit. Chef de département des relations clients. Il a dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprenne le métier, qui valorise la tradition de l'entreprise. « Et tu comptais accepter ?» ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. « Oui », a-t-elle admis. Jusqu'à maintenant, cela semblait être la progression naturelle. Enfin, la reconnaissance que j'attendais depuis des années. Mais ce serait juste pour éteindre des incendies, n'est-ce pas? Reconstruire ce qui a été détruit, pas créer quelque chose de nouveau. Exactement, a-t-elle acquiescé en ajustant ses lunettes d'un geste familier. Blanchecor s'en sortira un jour. Ils embaucheront quelqu'un de nouveau, reconstruiront des relations, regagneront la confiance des clients. Mais cela prendra des années et ils passeront probablement par quelques autres Juliettes en cours de route. Et BioAvance? BioAvance va de l'avant avec ou sans nous, a-t-elle complété ma pensée, montrant pourquoi nous avions si bien travaillé ensemble pendant tant d'années. La question est de savoir si nous voulons participer à la construction de quelque chose de nouveau ou dépenser notre énergie à réparer ce que d'autres ont cassé. Elle a souri pour la première fois depuis son arrivée au café, ce sourire rare qui illuminait tout son visage et faisait disparaître les années un instant. Le même sourire que j'avais vu lorsque nous avions obtenu notre première certification internationale après des mois de travail acharné. Quand est-ce que je commence? À la fin de la semaine, BioAvance avait embauché 3 anciens employés de Blanchecor, moi, Béatrice et Thomas. Pas par un débauchage agressif ou un recrutement prédateur, mais par opportunité. L'opportunité qui se présente lorsque des professionnels talentueux sont soudainement libérés pour envisager de nouvelles voies. Nous ne fuyions pas quelque chose. Nous courions vers quelque chose de mieux, quelque chose que nous construirions avec les valeurs auxquelles nous avions toujours cru, l'excellence technique, des relations clients authentiques et la compréhension que, en France, les affaires se font entre les gens, pas entre les entreprises. Juliette, sans le vouloir, nous avait à tous enseigné une leçon précieuse sur la différence entre gérer les gens comme des ressources et diriger les gens comme des êtres humains dotés de connaissances, d'expérience et d'un potentiel unique. Nous avions maintenant la chance de mettre cette leçon en pratique, en construisant quelque chose qui reflétait nos valeurs, pas seulement notre désir d'efficacité. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence dans les bureaux récemment agrandis de BioAvance, examinant les résultats trimestriels avec Paul André, Béatrice et l'équipe de direction. La salle donnait sur la Seine et au-delà, sur l'horizon de Paris, une ville qui, comme nous, se réinventait constamment sans perdre son essence. Les chiffres projetés à l'écran étaient impressionnants, même selon les normes optimistes que nous avions établies. Division de conseil pharmaceutique de Béatrice, croissance de 200% en seulement 3 mois, avec déjà une équipe de 7 experts au service de clients dans toute la France. Contrats internationaux dirigés par Thomas, augmentation de 150%, avec de nouveaux partenariats en Chine, à Singapour et en Corée du Sud. Score de satisfaction client à un niveau record dans tous les départements. Antoine, votre équipe a dépassé toutes les projections que nous avions faites lorsque nous avons décidé d'étendre ces domaines, a déclaré Paul, clairement impressionné par les graphiques ascendants. La mise en œuvre de Vitalis à elle seule a généré 5 nouvelles demandes de contrats similaires. Des clients qui veulent la même approche personnalisée et la même attention aux détails techniques. Béatrice, maintenant directrice du conseil pharmaceutique, avec son propre bureau et son assistante, a souri de l'autre côté de la table en verre. Le processus d'approbation réglementaire du biocapteur de Vitalis a été plus fluide que quiconque ne l'attendait, y compris Vitalis eux-mêmes. Nous avons obtenu l'approbation en 2 fois moins de temps que la normale. Quand les clients voient ce genre d'efficacité, surtout avec la NSM, le mot se répand rapidement. Thomas nous a rejoints par vidéoconférence depuis Shanghai, où il finalisait un accord avec un grand hôpital de recherche. Le décalage horaire signifiait que c'était la nuit pour lui, mais son enthousiasme était évident, même à travers la connexion numérique. L'expansion internationale est en avance sur le calendrier, a-t-il rapporté.
avec la ligne d'horizon illuminée de Pudong en arrière-plan. Nous analysons 3 nouveaux marchés pour le prochain trimestre, Vietnam, Indonésie et Philippines. Et la nouvelle de notre approche de développement des relations crée des attentes positives. Cet après-midi-là, après la réunion réussie, j'ai reçu un email inattendu. Marc Bertrand voulait me rencontrer pour un café. Il suggérait le café près du Luxembourg, samedi prochain. Un terrain neutre. Le territoire de personne. J'ai répondu en acceptant l'invitation, curieux d'entendre ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes rencontrés à 10 heures. Le café est déjà animé par la clientèle du week-end. Étudiants avec leurs ordinateurs portables, couple profitant d'un brunch tardif, messieurs retraités discutant de politique à voix basse. Marc semblait plus âgé, plus fatigué que dans mes souvenirs, bien que seulement 3 mois se soient écoulés. Des cernes profonds, des cheveux plus grisonnants, une posture moins droite, les coups d'un leadership sans sagesse inscrits sur son visage. « Antoine, je te dois des excuses », a-t-il dit après que le serveur nous a apporté nos cafés. « Non, en fait, je te dois bien plus que ça. J'ai commis une erreur avec Juliette, une erreur de jugement catastrophique. J'ai légèrement hoché la tête, sans confirmer ni infirmer, lui permettant de continuer. « Comment va Blanchecore ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse par des contacts dans l'industrie et des rapports de marché. « J'en survis », a-t-il soupiré en remuant son café avec des mouvements circulaires lents et hypnotiques. Nous avons perdu 4 clients importants après l'affaire Vitalis. Nous avons dû licencier 15 personnes du département de production parce que les projets qu'ils soutenaient ont été annulés. Le cours de l'action ne s'est toujours pas redressé. Nous sommes près de 8% en dessous de la valeur d'avant. Avant ton départ, il a regardé par la fenêtre, observant le mouvement de la rue un instant. Mais ce n'est même pas le pire. Juliette nous a coûté plus que des clients et de la valeur boursière. Elle nous a coûté du savoir institutionnel, des relations qui ont mis des années à se construire, une confiance qui ne se regagne pas avec des excuses ou une remise. Vous pouvez reconstruire, ai-je offert sans cruauté ni satisfaction de sa difficulté. Peut-être, a-t-il convenu, mais ce ne sera pas la même chose, pas avec les mêmes clients, les mêmes personnes, la même position sur le marché. Les opportunités perdues reviennent rarement. Il a levé les yeux, son regard croisant enfin le mien directement. J'ai entendu parler de votre succès chez BioAvance, la division pharmaceutique que dirige Béatrice, l'expansion internationale de Thomas. Le contrat Vitalis et ceux qui ont suivi, tout cela aurait dû être la croissance de Blanchecore. Je n'ai rien dit. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Aucune réponse qui ne sonnerait pas comme un « je vous l'avais bien dit » inutile ou une fausse sympathie. Marc a interprété mon silence comme une invitation à continuer. « Envisagerais-tu de revenir » s'a-t-il demandé brusquement. « Je pourrais t'offrir le poste que Juliette a brièvement occupé, vice-président des opérations, autorité totale sur les relations clients, le développement commercial, tout. Carte blanche pour reconstruire ton équipe comme tu l'entends. Je suis heureux où je suis, Marc, ai-je répondu simplement. Le double de ton salaire actuel, a-t-il offert, le désespoir commençant à poindre dans sa voix, et un siège au conseil d'administration. Départ dans l'entreprise. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant comme s'il essayait de déchiffrer une énigme particulièrement complexe. Alors c'est une question de quoi, Antoine? De vengeance? De montrer que nous avions tort. Parce que si c'est le cas, tu as déjà prouvé ce que tu avais à prouver, complètement. C'est une question de confiance, ai-je répondu après un moment de réflexion. Quand tu as embauché Juliette et soutenu son approche, tu as fait un choix. Tu as choisi de croire que les relations n'importent pas autant que les processus, que l'expérience peut être remplacée par l'efficacité, que des connaissances accumulées sur des décennies valent moins que des théories de gestion à la mode. C'était ton choix en tant que leader. J'avais tort, a-t-il admis, les mots semblant lui coûter un effort physique. Oui, tu avais tort, ai-je acquiescé. Mais le mal est fait, non seulement à Blanchecore en tant qu'entreprise, mais à la confiance qui existait. Vos clients ne font plus confiance à Blanchecore de la même manière. Vos employés ne font plus confiance à la direction. Et franchement, Marc, je ne suis pas sûr que tu ne commettras pas la même erreur la prochaine fois qu'un consultant, avec un PowerPoint impressionnant, te promettra des résultats magiques. Marc est parti, sans finir son café, laissant un billet de 100 € sur la table, bien plus que nécessaire pour 2 tasses de café. Un geste final de quelqu'un qui croyait encore que les ressources financières pouvaient résoudre des problèmes fondamentalement humains. Alors que je le regardais s'éloigner sur le trottoir bondé,
Les épaules voûtées sous le poids de ses décisions, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction face à sa difficulté, ni de la joie d'être dans une meilleure situation. J'ai ressenti de la pitié, une pitié sincère pour un homme qui avait hérité d'une entreprise, construite par son père grâce à des relations authentiques, et qui était en train de la perdre, pour ne pas avoir compris les véritables fondations de ce succès. Il avait appris une leçon coûteuse sur la valeur de l'expérience, du savoir institutionnel et de la loyauté. Et comme beaucoup de leçons coûteuses, celle-ci est arrivée trop tard pour être vraiment utile. 6 mois après mon licenciement de Blanchecor, BioAvance a annoncé une acquisition stratégique majeure. Les actifs de conseil pharmaceutique et la propriété intellectuelle de 3 petites entreprises de biotechnologie, créant ainsi le plus grand cabinet de conseil indépendant de France. Le docteur Fournier m'a nommé vice-président senior du développement stratégique, responsable de l'intégration de ces acquisitions et du développement de notre plan de croissance pour les 5 prochaines années. L'annonce a fait la une du cahier économique des Échos. L'article, écrit par un journaliste chevronné qui suivait le secteur de la biotechnologie depuis des décennies, mentionnait spécifiquement mon rôle antérieur chez Blanchecor, notant que mon départ avait précédé une période de turbulence et de réalignement stratégique au sein de l'entreprise, un euphémisme poli pour le chaos qui a suivi. Juliette, selon les récentes mises à jour de son profil LinkedIn, avait accepté un poste de spécialiste de la transformation numérique dans une start-up technologique à Lyon. Son profil mettait l'accent sur son expérience en transformation organisationnelle et en gestion du changement dans des environnements d'entreprise traditionnels. Il n'y avait aucune mention spécifique de Blanchecor dans ses expériences récentes, ni aucune référence à ce que cette transformation avait réellement accompli. La justice poétique de la situation n'est pas passée inaperçue pour ceux d'entre nous qui avaient vécu ces mois turbulents. En essayant de prouver que les relations n'importent pas autant que les processus, elle a, par inadvertance, détruit les relations qui avaient maintenu la compétitivité de Blanchecor pendant 2 décennies. En essayant de montrer que l'expérience est facilement remplaçable par des méthodologies modernes, elle a éliminé l'expérience même qui rendait ces méthodologies efficaces lorsqu'elles étaient appliquées correctement. Béatrice et Thomas ont prospéré dans leur nouveau rôle chez BioAvance. L'équipe que nous avons construite ensemble était tout ce que Juliette prétendait que les entreprises modernes devraient être: efficaces, axées sur les résultats, technologiquement intégrées et très rentables. La différence cruciale était que nous avions bâti cette efficacité sur une base solide de respect mutuel et de connaissances partagées, et non sur des slogans d'entreprise et des restructurations arbitraires basées sur des théories sans contexte local. La semaine dernière, Camille a appelé de son école de commerce, HEC Paris, avec une nouvelle qui a rendu tout ce parcours encore plus significatif. « Papa, tu ne vas pas le croire », a-t-elle dit, l'excitation évidente dans sa voix. « Ma professeure de stratégie d'entreprise a utilisé ton histoire comme étude de cas aujourd'hui, sur l'importance du savoir institutionnel et de la gestion des relations sur des marchés complexes comme le marché français. Elle a appelé ça « l'erreur Blanchecor » et l'a utilisé pour illustrer comment les entreprises peuvent détruire de la valeur en sous-estimant le capital humain et relationnel. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» ai-je demandé, curieux de savoir comment ma fille avait géré cette situation inhabituelle. J'ai dit que mon père avait toujours répété que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre sa vie, et que certaines leçons de business ne s'apprennent pas dans des PowerPoint, mais seulement dans la pratique. Hélène avait raison, comme elle l'avait souvent sur les questions fondamentales de la vie. On ne peut pas sauver tout le monde des conséquences de leurs décisions. On ne peut contrôler que ce que l'on fait ensuite, les opportunités que l'on saisit, les valeurs que l'on défend, les relations que l'on cultive. 6 mois plus tard, le conseil d'administration de Blanchecor, sous la pression d'investisseurs mécontents, a forcé Marc à démissionner de son poste de PDG après une série d'échecs dans l'acquisition de clients et des pertes financières trimestrielles consécutives. L'entreprise que son père avait construite au fil des décennies était maintenant à vendre, avec des multinationales étrangères tournant autour comme des requins, prêtes à la démembrer en parties qui valaient de plus séparément qu'en un tout. La start-up de Juliette à Lyon a fermé ses portes seulement 8 mois après sa fondation, incapable d'obtenir un 2e tour de financement après que le produit initial n'ait pas réussi à trouver son marché.
Elle expliquait maintenant ce trou dans son CV à des employeurs de plus en plus sceptiques, sur un marché qui valorisait les résultats concrets plus que les grandes promesses. La transformation organisationnelle qu'elle avait défendue avec tant d'enthousiasme était devenue une étude de cas enseignée dans les écoles de commerce de tout le pays, non pas comme un exemple de réussite, mais comme un avertissement sur les dangers de sous-estimer le capital humain et relationnel dans les cultures d'entreprise, basées sur la confiance, comme la culture française. Parfois, je réfléchis, les victoires les plus satisfaisantes de la vie sont celles où l'on n'a jamais besoin de donner un coup, d'élever la voix, ou même de pointer l'erreur de l'autre. Ce sont celles où l'on suit simplement son chemin, avec dignité, en construisant quelque chose de significatif, tout en laissant les leçons se révéler naturellement à ceux qui sont prêts à les apprendre. Comme le disait mon père en cultivant son petit lopin de terre en Normandie, le temps est le meilleur professeur, mon petit Antoine, et aussi le plus impartial.